Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Réflexion. Réflexion toujours autour du thème de la cité en islam. On en parlait la semaine dernière sur cette cité théocentrique où l'homme créé par Dieu élabore les lois qui réglementent la vie dans cet espace commun qui est la société, qu'elle soit civile ou politique, parce qu'il en fait partie. Tout en respectant les fondements de l'islam, des fondements qui sont intemporels et donc totalement compatibles avec le présent, le moderne. On en parle toujours ce soir avec professeur Issa Belmeki, chercheur en sciences politiques et en anthropologie politique, professeur Cherif Driss, chercheur en sciences politiques et docteur Messaoud Boujnoun, sous-directeur des études au Conseil islamique. Alors cet homme qui fait partie des choses est entre autres associé au concept de la citoyenneté. Cherif Driss, qu'est-ce que la citoyenneté pour la définir d'abord? Salam alaikum. Alaikum salam. En fait, la citoyenneté ce concept recouvre plusieurs acceptions. Disons, pour simplifier, non pas pour schématiser, être citoyen, c'est le fait d'appartenir à une communauté, dans une cité, on peut l'appeler dans le vocable moderne l'État, et de prendre part à un projet commun, d'être conscient d'avoir des droits et des obligations, des devoirs. Donc, ce concept de citoyenneté, bien entendu, comme à travers la définition qui vient d'être présentée, recouvre certains paramètres, certains marqueurs. Le fait d'être citoyen, cela implique d'avoir des droits. Actuellement, on parle de droit de voter, le droit de s'exprimer librement, le droit de choisir le lieu de résidence et le droit de participer à la gestion de la communauté, ce qu'on appelle actuellement la participation politique. En parallèle, la citoyenneté, le deuxième marqueur, ce sont les obligations. Les obligations, première obligation, et on en reparlera par la suite bien entendu, c'est de respecter les lois régissant ce pacte social. Parmi ces lois, bien entendu, le paiement, l'acquittement, ce qu'on appelle les obligations vis-à-vis de la fiscalité, payer les impôts, respecter la liberté des autres, ne pas enfreindre certaines lois en rapport avec le vivre ensemble, certaines lois régissant par exemple la vie quotidienne, telle que la circulation dans la rue, certaines obligations en rapport avec la moralité, la religion, et même les obligations en rapport avec d'autrui. Donc pour résumer, c'est-à-dire que la citoyenneté, c'est un pacte, c'est le fait d'appartenir à une communauté qui croit à une certaine façon, plutôt un certain projet de vivre ensemble, et lequel vivre ensemble implique à la fois des droits et des obligations. Et professeur Belmeki, le citoyen doit d'abord, j'imagine, pouvoir jouir de quelques droits pour pouvoir après s'acquitter de ses devoirs. Je ne dirais pas pouvoir jouir, je dirais mériter. Mériter des droits. Un citoyen doit mériter cette condition de citoyenneté, cet attribut. La citoyenneté, elle est un peu difficile à cerner parce que dans certaines civilisations, elle s'octroie et dans d'autres, elle se mérite. Par exemple, la semaine dernière, on a cité l'exemple d'Athènes. Eh bien, Athènes, durant son âge d'or, 5e siècle avant Jésus-Christ, donc après le 6e siècle avant Jésus-Christ, qui était considéré comme citoyen dans cette Athènes qui était considérée comme le foyer et l'origine de la démocratie. Eh bien, sur 400 000 habitants, il n'y avait pas plus de 40 000 citoyens. Donc 10%. 10% étaient considérés comme citoyens. C'est cette société qui leur octroyait cet attribut, cet état de citoyenneté. Sur quels critères? Alors, sur des critères complètement ethnicistes, étaient considérés comme citoyens tout enfant né de père et de mère grecs. Donc citoyens eux-mêmes. Par exemple, un mariage mixte, donc un Macédonien qui épouserait une Grecque, ses enfants ne seraient pas citoyens.
Périclès lui-même était un métèque. Donc, la société athénienne antique, il y avait plus de métèques et d'esclaves et de femmes et d'enfants que de citoyens. Parce que les femmes n'avaient pas droit à la citoyenneté, mais alors pas du tout. Elle était même assimilée à des objets héritables. Par exemple, un citoyen grec qui mourait, eh ben, sa femme serait héritée avec ses meubles, ses biens, meubles et immeubles. Donc c'est ça la démocratie athénienne. Pourquoi c'est ainsi? Parce qu'elle a été créée par un certain Clisthène, au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui était un tyran. Vous imaginez un tyran qui crée la démocratie, qu'on essaye maintenant de diviniser, de sacraliser. Mais il l'a créée pas dans un sens démocratique, dans le sens moderne. Il l'a créée dans des buts politiques. Donc l'instauration d'une agora qui correspondait un peu au Parlement moderne, etc. Toutes ces mesures qu'il avait prises, ce n'était pas dans un sens démocratique, mais dans des buts politiques. Périclès, après lui, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, a amélioré un peu les choses. Mais il n'en demeurait pas qu'il était lui-même métèque, parce qu'il n'était pas d'origine grecque. Donc la citoyenneté qui serait subordonnée à une origine, ou qui serait octroyée par une tierce partie, ce n'est pas de la citoyenneté. En islam, ce n'est pas le cas. En islam, il y a des choses qui subliment. Elles se subliment elles-mêmes. Par exemple, la foi, la religion musulmane, elle sublime l'appartenance ethnique. Elle est dépassée, l'appartenance ethnique. Donc tout le monde est citoyen dans une cité musulmane, tout le monde est citoyen. Y compris les non-musulmans. Y compris les non-musulmans. Parce que ils font partie d'un pacte. Acceptent, voilà. Ils font partie du pacte. Surtout les gens du livre, les chrétiens et les juifs, durant l'apostat, disons, entre guillemets, l'apostat du prophète alayhi salatu wassalam, l'apostolat, pardon, l'apostat c'est autre chose. L'apostolat enfin je mets ça entre guillemets, disons le sacerdoce du prophète alayhi salatu wassalam, vers la fin, la jizya a été supprimée pour les juifs et les chrétiens, parce qu'ils étaient carrément des citoyens. Alors, donc, le citoyen qui était durant la Grèce antique, Athènes, devait être résident, devait être d'origine grecque, etc., etc. Tout ça, ça n'existe pas en islam. En islam, vous êtes musulman, chrétien, si vous faites partie d'un pacte, vous êtes citoyen. Et dans l'idéal, ça. Ah oui, oui. On reste dans l'idéal. Et si on décortiquait... C'est pas le cas aujourd'hui, hein, dans la notion de citoyenneté, ça n'existe pas. Il faut dire qu'entre nous, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à voir avec l'islam. Hein. Les musulmans n'ont plus grand-chose à voir avec l'islam. Ils sont complètement dévoyés. On a parlé la semaine dernière de cette fameuse Sahifa Médine Munawwara, ce pacte, cette constitution de Médine, ce document Médina. Si on décortiquait les articles, eh ben on verrait que la citoyenneté qui en découlait se fondait sur 5 fonctions bien définies. C'est une autre façon peut-être d'exprimer ce qu'a dit Oustad Cherif Driss. Un citoyen, sa communauté, parce qu'il faisait partie volontairement de cette communauté, il respectait les clauses du pacte, il respectait le consensus, eh ben, il est donc affublé de 5 fonctions. La fonction de vie, il a droit à la vie avec tout ce que cela implique. Donc on lui assure la vie. Donc les moyens de vivre. D'abord, on lui assure 5... Voilà. La première fonction relève justement, comme l'a dit, très bien dit Oustad Boujnoun la semaine dernière, relève de la gouvernance. Il faut que le calife ou le gouvernant, quel qu'il soit, roi, président, n'importe quoi, assure les moyens de subsistance et de vie à ses citoyens, à ses compatriotes, ses citoyens. Le citoyen doit être éduqué de façon à être capable de survivre dans la difficulté. Donc, fonction de vie, fonction de survie. Oui. Fonction de survie. Troisième fonction. Attendez, on va décortiquer chacune d'elles. Hein. Oui, plus tard. D'accord. Alors, troisième fonction, c'est une fonction très importante parce qu'elle pose problème de nos jours. C'est la fonction de culture. Oui. La cité musulmane est une cité multiculturelle.
Il y a une diversité culturelle extraordinaire. Tout le monde est accepté tel quel. Donc cette fonction de culture, la culture juive n'est pas la culture chrétienne, la culture chrétienne n'est pas la culture musulmane. Toute personne, tout citoyen a droit à vivre sa fonction de culture. Cette fonction de culture ne peut être vécue que dans un cadre éthique. Excusez-moi, sa fonction de culture et pas sa fonction cultuelle. Non, de culture. De culture, de culture, oui. Donc on peut retrouver la même culture, même si ce sont des religions différentes, s'ils sont nés dans le même espace et grandis dans le même espace. C'est possible, mais justement... Donc la différence religieuse ne crée pas forcément le multiculturalisme. Non, il y a trop de « u » dans ce mot. Elle peut créer comme elle ne peut pas créer. Par exemple, la fonction de culture, on ne peut la vivre que dans un cadre éthique. Et l'éthique, c'est la religion. L'éthique chrétienne n'est pas l'éthique juive, n'est pas l'éthique musulmane. Donc la culture d'un musulman n'est pas forcément celle d'un juif ou d'un chrétien. Mais tout le monde s'accepte. Il y a cette acceptation de l'autre. Donc, fonction de vie, fonction de survie, fonction de culture, fonction d'éthique. Et là, quand on a ces 4 fonctions assurées, vient la dernière des fonctions, la fonction politique. Et c'est de là, c'est ça ce qu'a voulu exprimer, si j'ai bien compris, Oustaz Philippe Idriss, la fonction politique, c'est... Le droit de vote. De droit de vote, etc. C'est assumer ses droits et ses obligations. Très bien. Par exemple, comme dans l'Athènes antique, dans l'Antiquité d'Athènes, les femmes étaient légalement incapables. Oui. Juridiquement, elles étaient incapables. Donc, elles ne pouvaient pas voter. Elles ne pouvaient pas participer à la vie politique. Elles étaient destinées à la procréation. Voilà. Pour dire les choses c'est d'ailleurs la seule chose. C'est d'ailleurs la seule chose qui leur donnait de la valeur, qui les valorisait dans la société grecque. Les métèques, n'en parlons pas. Ils étaient résidents permanents, comme les zimmis en islam, mais ils n'avaient pas le statut de citoyen. Les esclaves qui travaillaient dans les mines d'argent d'Athènes et qui faisaient la richesse d'Athènes, alors là, on les appelait les pièces détachées humaines. Et on ne leur donnait même pas le statut d'êtres humains. C'est ça la démocratie grecque. Et c'est ça un État moderne qui serait construit sur la démocratie, le modèle démocratique grec. Donc je vous dis tout ça pourquoi? C'est pour pouvoir faire la différence entre l'État de l'islam, la cité musulmane, et l'État, ce qu'on appelle l'État moderne, démocratique, humaniste, etc. Donc, si je comprends bien, les 4 premières fonctions sont tributaires du gouverneur plutôt, pour que donc le gouverneur doit assurer d'abord ces 4 fonctions, qui est la fonction de la vie, de la survie, de la fonction de culture et d'éthique, pour que puissent après se concrétiser les 4 fonctions dont a parlé professeur Chérif Idriss, qui est ce droit de vote, la gestion de la commune, pouvoir donner cette fiscalité, se respecter, parce qu'il y aura en fait les lois, etc. Oui, bismillah ar-Rahim. Si on étudie surtout, bon, le Coran, généralement c'est les grandes lignes. Le Coran, c'est le texte fondamental. Si on étudie surtout le corpus des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit dans l'émission précédente, a fondé un État. Et cet État, bien sûr, obéissait à des lois communes, à ce qu'on a appelé le document de Médine, un document justement qui a établi une coexistence, un vivre ensemble entre un certain nombre de personnes qui étaient, bien sûr, qui vivaient ensemble selon l'instinct grégaire du regroupement humain. Cette cité avait des lois qu'il fallait respecter. Et beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, mettent l'accent sur certaines lois qu'il faut respecter dans cette cité pour qu'il y ait, bien sûr, un vivre ensemble, pour qu'il y ait une harmonie entre les habitants de cette... Je vous cite pêle-mêle certaines de ces recommandations du prophète visant à établir justement
un vivre ensemble entre les citoyens d'un même État. Par exemple, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de la permission d'entrer chez une personne. Il y a un autre hadith qui parle de l'interdiction de regarder à l'intérieur des maisons des autres, c'est-à-dire le respect de la vie privée, qui est très important dans la vie. Il y a des hadiths prophètes qui parlent des droits du voisin, au point où il est allé jusqu'à dire que Gabriel n'a cessé de me recommander le respect du voisin jusqu'à ce que j'ai pu croire qu'il allait le faire hériter. Donc, comme tout un chacun le sait, le voisin, c'est-à-dire la famille, c'est le noyau de la société. Donc, c'est là où commence justement le respect des citoyens. C'est entre les familles déjà, entre les voisins. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit, et c'est dans le Sahih de Muslim, qui interdit à une personne, il a utilisé une formule d'enfoncer une planche dans le mur de son voisin. C'est-à-dire, si on parle le langage actuel, c'est-à-dire qu'un voisin n'a pas le droit de faire une construction ou un aménagement dans sa demeure sans consulter son voisin. Nous avons actuellement beaucoup de problèmes qui se posent, justement. Oui. Les gens qui empiètent sur les droits des autres voisins, etc. etc. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle du droit de la voie publique. Le professeur Cheikh Idriss a parlé justement de la voie publique qui dit donner à la voie publique son droit. Alors vous voyez, il y a beaucoup de hadiths, les recueils authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam regorgent de hadiths justement qui ont pour but justement de réglementer justement la vie sociétale et qui font partie de la citoyenneté en premier lieu. Professeur Cherif Idriss, je voudrais qu'on s'attarde un peu d'abord sur les deux premiers piliers qui sont la vie et la survie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement la vie et la survie? Enfin, c'est consubstantiel, c'est-à-dire quand on dit la vie, respecter la vie, le droit à reconnaître, c'est-à-dire son droit d'exister. La vie, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a un aspect physique proprement parlé, de ne pas porter atteinte à son intégrité physique, respecter son espace physique dans lequel il habite, comme mes chers confrères l'ont bien souligné, le fait que Rasul Sallam a dit que vous n'avez même pas le droit d'entrer quand on ne vous y invite pas. D'ailleurs, le verset qui dit c'est-à-dire que d'interdire les gens, quand le Arabi venait l'appeler par son prénom, « Oh Mohammed, sort », la révélation divine a fait que ce verset est venu rectifier un petit peu un écart de comportement, c'est-à-dire de respecter l'autre, ce qui est considéré par moment une forme d'agression. Excusez-moi, est-ce que assurer cette fonction de vie comprend en fait le droit de... Ça a l'air un peu terre à terre, mais je ne sais pas, hein, le droit de se nourrir, d'habiter, d'être... voilà. Est-ce que c'est ça, en fait? Bien sûr, c'est-à-dire que cela va de soi, c'est-à-dire que c'est consubstantiel. C'est-à-dire que le fait de le droit de vivre, quand on dit un citoyen, ce qu'on appelle la citoyenneté s'exprime par la capacité ou le droit qui est donné à la personne d'accéder à ses besoins élémentaires, d'accéder au travail, d'accéder au logement, de pouvoir se nourrir, et plus que ça, ce qu'on appelle, il y a les aspects physiques et matériels, mais il y a des aspects non matériels, ce qu'on appelle le droit de vivre, de la libre pensée, de s'exprimer librement. Et cela est décliné, notamment la déclinaison de cela, à travers ce qu'on appelle le fait que l'islam a admis l'existence, c'est-à-dire d'autres confessions. Quand on parle de la première cité de Médine, la cité du prophète, c'est que la citoyenneté s'exprimait de deux manières. Un, la participation dans la gestion de la vie collective. Et de deux, ce qu'on appelle, c'était un droit à la citoyenneté. Et deux éléments, le droit, ce qu'on appelle, par rapport à sa communauté. Autoriser aux juifs, aux chrétiens
de pratiquer librement leur culte. Et ça fait partie de ce qu'on appelle de droit de vie, c'est-à-dire que ne pas attenter, le fait d'empêcher quelqu'un de pratiquer librement sa religion, de s'adonner à des rites cultuels, c'est une menace, une atteinte à la vie. Et on ne parle pas aussi de ce qu'on appelle de l'agression physique, le fait de protéger ses biens, qui est un code de conduite, qui est une loi, qui légifère par rapport à ce qu'on appelle aux relations à la fois sociétales, aux relations commerciales. Donc, quand on a parlé la semaine dernière, si vous vous rappelez, par rapport au conflit qui a opposé le calife Ali radiallahu anhu et ce juif, par rapport au bouclier que le calife Ali a accusé l'autre de l'avoir subtilisé, le fait que la personne ayant été accusée par le calife, on considère a posteriori que la personne s'est sentie menacée dans sa vie, dans son existence, en tant que citoyen dans cette cité dont les principes cardinaux ont été posés par la révélation, par le prophète alayhi salatu wassalam. Mais l'exercice de la citoyenneté, c'est le fait que la personne ait pu constater que ce calife, ce personnage, qui est le premier personnage avec son statut à la fois religieux, à la fois politique, à la fois sociétal, est devenu justiciable, est un justiciable comme lui. Donc c'est une forme de droit à la vie. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas acquis, que ce n'est pas parce qu'il est calife que forcément il aura gain de cause. Et que la personne, qu'il soit juif, qu'il appartient à une autre communauté, qu'il soit exclu de la communauté, qu'il soit exclu de la cité, qu'il n'aura pas gain de cause. Donc quand on parle de droit à la vie, dans la survivance, on peut l'appréhender de deux façons, à la fois dans ses aspects, dans ses déclinaisons physiques et matérielles, droit de vivre, se nourrir, se loger, mais aussi le fait de dire qu'en fait, j'existe en tant qu'élément individu qui n'appartient pas à cette communauté religieuse, mais qui appartient à notre communauté religieuse. Donc ma vie est préservée parce que la personne en face de moi, il est mis sur le même pied d'égalité devant la loi musulmane. Oui, professeur Belmeki, à condition que cette personne-là accepte le pacte de cette société-là. Sinon, elle ne devient plus citoyenne. Un citoyen est considéré comme citoyen, c'est pas son environnement social qui lui octroie cette citoyenneté, il doit la mériter. Il doit lui-même accepter d'être citoyen d'un modèle sociétal donné. Alors là, il jouit de ses droits et il peut vivre, exécuter toutes ses fonctions, les 5 fonctions fondamentales, cardinales, j'aime bien ce mot. C'est-à-dire, dès qu'on remet en cause quelque chose dans cette société, est-ce que dès qu'on remet en cause quelque chose, un point dans cette société-là, est-ce que ça nous enlève ce critère de citoyenneté? Si on le remet en cause, pas si on ne le respecte pas, hein. Si on le remet en cause. Parfois aussi, la remise en cause va se concrétiser par des actes. Bon, là ça devient une relation conflictuelle entre l'individu et la société. Et là, il y a une législation, il y a... Ou entre gouvernants et gouvernés. Oui, parfois ça peut être... là, quand ça devient collectif. Mais un citoyen qui remet en question ces critères de citoyenneté, là, il est en conflit avec la société. Et là, ça pose problème. Est-ce que ça lui enlèvera après une partie de ces droits-là? Ça va se répercuter sur le reste. Parce que, par exemple, si le gouvernant, si l'État, appelons-le l'État, si l'État ne lui permet pas d'enseigner son particularisme et sa spécificité culturelle à ses enfants, là, il va se considérer en situation d'aliénation. Donc un juif ou un chrétien, normalement, dans le système éducatif, dans la cité musulmane, doit pouvoir assurer la continuité de sa culture à travers sa progéniture. C'est-à-dire l'uniformisation. Il n'y a pas d'uniformisation éducationnelle dans un État musulman. C'est-à-dire l'uniformisation, elle est politique. Elle est citoyenne, mais pas culturelle. Parce qu'on a le droit de vivre sa propre culture, sans porter atteinte à la culture des autres. Par exemple, je sais pas moi, un chrétien qui ferait de la subversion
contre les juifs et les musulmans, ou un musulman qui ferait de la subversion contre les autres, là, ça ne peut pas marcher. Les relations subversives ne sont pas admises. D'ailleurs, professeur, justement, le document de Médine, le fameux document de Médine, il est composé de trois parties. La première concerne les musulmans, c'est-à-dire les Aws ou le Khazraj. Et le Muhajirin. Voilà, Muhajir al-Ansar. La deuxième concerne les Juifs, c'est-à-dire les Juifs en particulier. Et la troisième elle concerne les Juifs et les musulmans. C'est ça justement qui parle de cette entente et cette cohésion qui doit être établie entre Juifs et musulmans. On allant même jusqu'à dire que s'il y a un ennemi extérieur qui attaque Médine, que ce soit qu'il attaque les Juifs ou les musulmans, les deux parties sont solidaires et sont obligés de dans les affaires sécuritaires, de s'y opposer. Ils doivent être solidaires. Voilà. Mais le statut personnel et la culture spécifique et particulière d'une communauté doivent être respectés. On ne peut pas obliger un juif de faire un mariage à la musulmane, et inversement. Par exemple, au Liban, bon, c'est une démocratie entre guillemets moderne, la moitié sont des chrétiens, la moitié des musulmans, bon, avec toute la diversité. Un Libanais, dans le droit libanais, normalement, il devrait y avoir un droit commun, donc un code civil et un code pénal qui conviendrait à tout le monde. Mais un code particulier, comme par exemple le statut personnel, doit être laissé aux gens concernés. Concernés, absolument. Concernés. Et c'est un des problèmes qui est posé aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce statut personnel-là qui est appliqué à tous. Un citoyen juif dans une cité musulmane doit pouvoir vivre son statut personnel en tant que juif, le chrétien en tant que chrétien, le musulman en tant que musulman. C'est-à-dire, il y a les codes. Docteur Cherif, il a cité justement l'émission précédente, le cas d'Omar Khattab, le Uda al-Omariya, quand il est entré en conquérant en Palestine. Il a laissé les chrétiens gérer leur propre culte sans y interférer. Il y a même un document idem pour les juifs, c'est ça. Durant le colonialisme, la colonisation française, voilà ce que fait un État dit démocratique et moderne. En 1947, l'Assemblée nationale française a mis en application la fameuse loi organique de 1947. Et la gauche française a pris en considération les spécificités des autochtones, c'est-à-dire des indigènes, donc leur religion. La loi sur l'assimilation, vous parlez? Non, la loi organique de 1947. C'est la loi qui organisait la vie sociale. Eh bien, ils ont laissé, dans cette loi, ils ont laissé le statut personnel aux musulmans. Oui. Mais la gauche française a refusé. Ils ont dit non, comment? Une seule république et deux lois différentes. C'est ça l'uniformisation à outrance qui crée des problèmes. Où est le problème si les musulmans ont leur statut personnel, mais si dans les autres aspects juridiques... Est-ce que ça, c'est pas lié au fait que ce soit justement une république? Non, justement, étymologiquement, la plupart des gens pensent que le mot république vient de res publica, c'est-à-dire la chose publique. Eh bien non, ça vient de rex publica, c'est-à-dire le public est roi. Mais ce n'est pas appliqué. C'est une étymologie qui n'a plus rien de sémiologique. Donc, dans une république, le public est censé être roi. Mais il ne l'est pas, parce que là interviennent des critères raciaux, des critères ethniques au sens physique du terme, des critères religieux, des critères linguistiques, etc. Donc il y a ce fameux racisme viscéral des Européens envers les gens du Sud et de l'Orient. Là, c'est un autre problème politique, c'est un autre problème d'anthropologie, de politique. Mais pour revenir à l'état de l'islam, à la cité musulmane, le multiculturalisme est admis, la liberté de vivre sa culture, c'est admis.
tout ce qu'on demande à un citoyen d'une cité musulmane, c'est de respecter le pacte de la société et d'être solidaire dans les situations sécuritaires. D'ailleurs, il y a une grande tentative je dirais de subversion. C'est la subversion pure et simple. On accuse l'islam de considérer les zimmis comme des citoyens de deuxième catégorie. Ben c'est faux. C'est faux. Zimmi, étymologiquement, veut dire quelqu'un qui vit sous la responsabilité de l'islam. Oui. La communauté musulmane, on est responsable. Ça vient du mot d'imma. Oui, et puis et puis ce zimmi, il ne paye que la jizya s'il n'est pas des gens du livre. S'il est des gens du livre, il a sa citoyenneté, il ne paye pas de jizya. La jizya, cet impôt de capitation, comme on le dit, c'est en temps de guerre. Non, mais même les musulmans payent la zakat et payent ses impôts. Le musulman, mais le zimmi, il ne paye que cette jizya. Pourquoi? Parce qu'il refuse la citoyenneté de la cité musulmane. Donc l'armée musulmane n'est pas obligée de le défendre. S'il veut qu'elle le défende, il paye la jizya. C'est le seul impôt qu'il a à payer. Parce que... Même s'il respecte le pacte à l'intérieur de la société, les citoyens. S'il respecte le pacte... Ça pose problème. Il paye la jizya. Il est protégé. Il est exempté du service national de l'armée. Mais il est en même temps protégé. S'il y a quelque chose, là, il est considéré comme tous les autres citoyens, y compris musulmans. Donc, quand il y a une guerre, il ne participe pas à la guerre, mais il est protégé par la... Mais il n'est pas citoyen, celui-là n'est pas citoyen. Puisqu'il est citoyen, excusez-moi, s'il est citoyen, pourquoi il n'a pas droit... Pourquoi il n'a pas les mêmes droits que les autres? Pourquoi il doit payer en plus la Parce qu'il n'est pas obligé de s'enrôler dans l'armée. Voilà. Il n'est pas obligé de mourir pour cette société. Il ne s'enrôle pas dans l'armée, mais il est protégé en contrepartie. Donc sa protection par l'armée nationale, musulmane ou nationale, si on prend en considération les autres religions, puisqu'elle le protège, il paie. D'ailleurs, si vous permettez, ça ne change rien à son statut de citoyen. Il y a une petite histoire qui s'est passée à l'époque du calife Omar ibn Abdelaziz. Donc il y avait un de ses gouverneurs, lui a envoyé un message, il lui a dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui embrassent l'islam et ça me cause un déficit dans le trésor. Donc il n'y a pas de... il n'y a pas d'entrée. Voilà, il n'y a pas d'entrée. Ils ne sont plus imposés par la jizya. Et Ibn Abdelaziz, il lui a dit, tu dois t'en réjouir au lieu de te plaindre, parce que le prophète sallam a été envoyé comme prophète et non pas comme percepteur d'impôts. Ouais. Alors ça s'est passé durant le califat de Omar ibn Abdelaziz. La question le défi est la question de la citoyenneté en islam, qui a été d'ailleurs au cœur de la pensée lors de la réforme, du début de la réforme islamique avec Jamal Din Afghani, Mohamed Abdo, Iqbal, etc. Oui, Ibn Badis, lorsqu'ils ont commencé à réfléchir à cette question-là, le droit des minorités était posé avec acuité. Là, vous parlez d'un problème de liberté individuelle. Les libertés individuelles, tout ce qu'on leur demande, c'est de ne pas porter atteinte à la liberté collective, c'est-à-dire à la majorité. La majorité doit accepter les minorités, mais les minorités doivent respecter la majorité. Tout acte subversif contre la société est un acte non citoyen. Maintenant, Madame Yassef a posé un problème d'actualité. Concret. C'est par exemple un citoyen qui appartient à un espace musulman, une famille musulmane, décide de ne pas être musulman. Ça, c'est sa liberté individuelle. Il faut que les choses soient claires. Tout à fait. Et personne n'a le droit de lui imposer quoi que ce soit. Tout à fait. Mais il doit accepter, en contrepartie, les conséquences. Par exemple, s'il sait qu'une femme musulmane ne peut pas ou ne veut pas épouser un chrétien, eh ben, il prend ses responsabilités. Il cherche une chrétienne. Si lui, il décide d'être chrétien, et la femme musulmane ne peut pas ou ne veut pas épouser un chrétien, eh ben, à charge pour lui de se trouver une femme chrétienne. C'est ça, c'est une question de... On se trouve de toute façon dans...
C'est une question On se trouve de... dans des situations de trafic qui sont réelles, puisqu'il y a par exemple des non-musulmans qui épousent des musulmanes ou vice-versa, et qui vont à la mairie, qui se déclarent comme étant musulmans, ils ne le sont pas. Oui, ça, Rien c'est- n'empêche à... Je veux dire, soit on respecte, soit on crée les mécanismes pour respecter tout le monde, soit on va se retrouver toujours dans cette situation de déni où on refuse de voir la réalité, et on va se trouver tout régulièrement dans des situations conflictuelles. inextricable. Voilà. Le problème, Yassef, le problème ne se pose pas uniquement aux musulmans. Par exemple, en France, nous parlions tout à l'heure justement en France, la communauté musulmane, la minorité musulmane, eh bien, elle éprouve des difficultés. Nous parlions C'est valable, absolument. de l'enseignement. Actuellement, maintenant, on enseigne aux enfants la théorie fait des d'accord. genres. Ouais. Et votre enfant, il est obligé justement d'assister à ces cours parce que cela relève de la souveraineté de la France. Parce que les cours sont Ils sont, considérés. justement, ils sont en train maintenant Voilà. ils sont en train dans les cantines scolaires justement c'est le cochon maintenant qui va faire partie du menu des enfants. Et Il y a vous des êtes enfants qui ont été renvoyés il y a, Tout je à pense, fait. un mois ou deux d'une Exactement. cantine parce qu'ils n'ont pas accepté C'est de ça. manger. En Inde, par exemple, où il y a 200 millions de musulmans, il est interdit d'abattre des vaches. Beaucoup de musulmans ont été tués dernièrement parce qu'ils ont été vus en train d'abattre des vaches. Alors qu'elle est sacralisée. À mon avis, c'est un problème de sémantique. Hein. Par un mauvais choix d'expression, de sémantique, on exclut les gens alors que l'islam lui-même, derrière lequel on se cache, il est inclusif. Le problème qui se pose, c'est que quelqu'un, par exemple, un citoyen qui respecte ses droits et ses devoirs, décide de se convertir à une autre religion. C'est son droit, sa liberté individuelle. Mais ce n'est pas antinomique avec l'article 2, hein, de toute façon. Oui, oui, c'est pas antinomique. Mais lui, on lui demande de ne pas être agressif, de ne pas faire de sa position une institution sociale. Quand les non-jeûneurs font des annonces invitant les gens à prendre un café en plein C'est de ramadan, la subversion. c'est de la subversion et de l'agression. C'est de l'agression, absolument. C'est amoral. tout à C'est fait. amoral. Donc là, on touche provocation. à la fonction de culture, à la fonction d'éthique. Voilà. Bon, vous avez décidé de ne plus être musulman, tant mieux pour vous, mais n'en faites pas une institution sociale. C'est ça, c'est une question d'intelligence juridique. Les mécanismes légiférants, on doit séparer les choses. Par exemple, un code civil valable pour tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que j'ai le droit de vous tuer. Ou alors, si je vous tue, j'écope d'un an de prison. Si je suis un musulman, j'écope d'un siècle de prison. Non, il y a un code civil, il y a un code pénal valable pour tout le monde, mais les particularités, les spécificités doivent être laissées aux gens intéressés. Et ça ne dérange personne. Là, c'est une question d'intelligence juridique et de sémantique. Moi, je fais mienne une citation qui a été citée par un ancien juriste et constitutionnaliste algérien qui dit que l'état de droit, ça commence par un droit en bon état. Ouais. En ce sens que la première des choses, quand on parle aussi bien par la loi fondamentale qui est la Constitution, puis les lois d'application, les lois organiques, on doit faire en sorte que cette loi doit être élaborée de façon qu'elle soit intelligible et qu'elle ne laisse pas, si vous voulez, des failles de façon à ce que la loi soit interprétée de manière à favoriser une catégorie de la société au détriment des autres. Donc je crois que dans la rédaction des textes, il y a un grand travail à faire. Les juristes, les constitutionnalistes doivent faire un travail dans ce sens que la précision des termes, des concepts, et quand on essaie de pondre une loi, on fera en sorte que la loi est élaborée de façon aussi bien dans son contenu, dans son contenant, de façon qu'elle soit claire, limpide, et quand celui qui l'appliquera ne trouve pas de difficulté, ou du moins à essayer de trouver la gymnastique à l'interpréter et à l'appliquer, et dans certains cas, cette application conduirait à des conséquences fâcheuses. Très bien, je vous remercie tous pour ce débat très intéressant. 1 heure, ça ne suffit pas. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.